Bonjour David, merci d'avoir Bonjour, accepté mon invitation. de rien, merci, merci à toi de me l'avoir proposé. Merci à toi d'avoir accepté. Alors pour la plus jeune génération, David, tu es un ancien joueur de rugby professionnel à très haut niveau, puisque tu as fait les belles heures du Stade Toulousain dans les années 90. Et je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour un en off qui sera à la fois une émission autour du sport et aussi autour de la résilience, du dépassement de soi. Puisque tu as une histoire qui est incroyable à raconter et j'espère qu'aujourd'hui beaucoup pourront en fait avoir de la pédagogie autour de ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter pour le grand public qui, pas beaucoup hein, bien évidemment, mais pour ceux qui n'auraient pas eu écho de ta carrière, voilà. D'accord, je vais essayer d'être le plus succinct possible. Donc, je suis né en 1970, en juin 70, j'ai 54 ans. J'ai eu la chance donc de jouer au Stade Toulousain, avec qui j'ai eu la chance de remporter 5 titres de championne de France en 89, 94, 95, 96, 97. La première Coupe d'Europe en 96, la deux Coupes de France 95, 93, 95. J'ai joué 6 fois, je crois, en équipe de France à 15, une vingtaine de fois en équipe de France à 7. J'ai participé à la première Coupe du Monde de rugby à 7 en 93 en Écosse. Et tout ça, voilà, Stade Toulousain. Puis après, les choses de la vie, j'ai en discuté après, m'ont amené à quitter le Stade Toulousain, à partir un an à Brive, un an à Montauban, un an à Blagnac. Mais ces départs n'étaient quelque part un peu forcés. Voilà un petit peu ma présentation rubistique pour la première partie. Rubistique, ce qu'on pourrait trouver sur le palmarès Wikipédia, quoi. Tout à Et là, fait. on va aller un peu plus dans le détail. L'amour du rugby a démarré quand exactement? On va repartir sur l'enfance. Ouais. Mais Quand est-ce que tu as eu un ballon entre les mains pour la première fois? Eh bien, à l'âge de 6 ans, pour mon anniversaire, pour mes 6 ans, on m'offre mon premier ballon de rugby, ma première paire de crampons. Et là, de suite, ça a été un peu le coup de foudre pour ce sport. Mon père pratiquait ce sport, je voulais faire comme lui. Donc, j'ai suivi ses traces, le club où il jouait. Puis, et puis à Saint-Jory, j'ai comme débuté à Saint-Jory, un club à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Et c'est là que j'ai fait euh, mes premiers pas sur un terrain de rugby. Et très vite, on a repéré chez moi j'avais qu'une envie, c'était marquer des essais. Donc, on a très vite repéré certaines qualités. Donc, on me faisait jouer dans les catégories supérieures à mon âge. Même des fois, je doublais. Je faisais le samedi avec ma catégorie, le dimanche avec une autre catégorie un peu plus au-dessus. Et très vite, un jour, un entraîneur quand j'ai grandi j'étais minime. Un entraîneur vient me voir et me dit, David, t'as plus rien à apprendre à Saint-Jory, il faut que tu partes. Et moi, à cette époque-là, j'étais mes copains à Saint-Jory, je voyais pas le rugby ailleurs qu'à Saint-Jory. Eh oui. Et quand il m'a dit ça, je dis, mais où tu veux que j'aille? Et après, bon, les années, des événements ont fait que beaucoup de choses ont changé. Voilà. Alors, je sais pas si je veux être long, hein, sinon. Ah non, mais je Mais t'en prie, on est là pour ça, David. d'accord. Mais mai 85, mes 15 ans approchent. Mon père me propose d'aller assister à la finale du championnat de France de rugby qui va se jouer au Parc des Princes entre le Stade Toulousain et Toulon. Et c'est là que je le sais pas encore, mais je vais assister à la finale qu'il fallait pas louper. C'est la La première, finale où, voilà, pas la première, mais la première finale victoire. où l'histoire
je crois que l'histoire du Stade Toulousain commence à s'écrire. Elle Mm, s'écrit à mm, ce mm. moment-là. Et c'est là que pour moi, le rugby va prendre une autre dimension. Moi, le rugby, c'était pour m'amuser avec les copains, mais voilà, j'assiste au tour de terrain des joueurs avec le bouclier, là, cette joie-là. Et comme tous les gamins qui devaient être ce jour-là au stade ou devant leur télévision, mais j'étais là, j'ai dit, un jour, je voudrais gagner ce bouclier, je voudrais fouler ce terrain, je voudrais jouer la finale du championnat de France. Et puis, les années se suivent, je continue à Saint-Jory. Et là, à la fin de la saison, mes parents reçoivent des coups de fil de clubs de la région, et notamment le Stade Toulousain, qui souhaite que j'intègre l'école de rugby du Stade Toulousain. Donc moi, là, pourquoi moi? Pourquoi moi au Stade Toulousain? Et ben, après, mes parents m'ont dit, ben, écoute, si tu veux partir au Saint-Jory, il y a qu'un club, c'est Stade Toulousain. Donc j'ai écouté mes parents, je suis parti et là a démarré pour moi le grand rêve. Ah oui. Pour tout gamin, d'accéder à un club de top niveau, alors là c'est au rugby, que ce soit au foot, au basket, on les regarde à la télé, et un jour peut-être, à ce moment-là j'imagine, tu te dis, moi aussi peut-être un jour je Oui, foulerai cette peut-être. pelouse, quoi. Tout à fait, mais c'est vrai que les années se sont enchaînées. Je suis arrivé en KD2, de suite, mais on a enchaîné des titres, puis championnat régional. Après, on accède aussi à la finale du championnat de France qu'on perd. Mais bon, on est arrivé en finale. Le fait des fois de croiser dans les couloirs du vestiaire les joueurs que je regardais à la télévision, c'était quelque chose pour moi de magique. Le rêve était là, à portée. Le rêve était à portée. Et puis après, les années se suivent. Je monte de catégorie, je monte en junior. Un junior, on me fait jouer de suite à l'équipe phare des juniors, alors que je suis que première année. Et là, on commence déjà à me dire, mais David, tu vas aller t'entraîner avec l'équipe 1. Donc, mais voilà, le rêve est là. Vraiment à un doigt. Je rentre, je me rappelle que la première fois que je rentre dans le vestiaire de l'équipe 1 avec toutes les stars que je regarde à la télévision. Mais je suis arrivé devant la porte du vestiaire, je disais, mais qu'est-ce que je fais? Que je rentre comme ça, je tape à la porte, j'ai tapé à la porte et tout le monde était mort de rire. J'ai dit, on tape pas, on rentre. Et quand je rentre, j'ai dit, mais où je vais m'asseoir? Je peux pas Eh oui. prendre la place à quelqu'un, tout ça, donc je m'assois par terre. Et là, tout le monde est mort de rire. Mais non, viens t'asseoir avec nous, tout ça. Et c'est là que ça a commencé vraiment. Et puis après, les matchs sont enchaînés et un jour, ben, on se retrouve en 89 en finale du championnat de France au Parc des Princes contre Toulon encore. Donc, ben, quand je rentre sur le terrain, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé où j'étais assis en 85 là-haut et je disais aux gamins qui étaient assis là-haut, je dis, mais ça y est, maintenant tu y es sur le terrain, t'as qu'une chose à faire, maintenant il faut le remporter, ce bouclier. Et c'est là, c'est parti. C'est parti hein, sur des chapeaux de roue, on va dire. La bascule entre on va dire l'école du rugby, hein, jusqu'à tes 15-16 ans, Hmm. et après la bascule sur le monde pro. Qu'est-ce qui différencie les deux, au-delà du physique? Parce qu'après, on devient un adulte. Hmm. En termes d'exigence, en termes de mentalité, de dépassement de soi, qu'est-ce qu'il faut en plus pour avoir une carrière en pro? Alors, moi, c'est au début, moi, le pro n'existait pas encore, c'était encore amateur. Euh, moi, ce que j'avais peut-être en plus que j'avais une qualité de vitesse, je courais très vite, j'étais costaud pour
pour mon poste à l'époque, maintenant, quand on voit maintenant les joueurs, bon, je serais banal, mais à l'époque, pour moi, j'étais Ah, costaud. aujourd'hui, ce sont des athlètes, hein. Ah oui, c'est la tête. Donc j'étais costaud, j'étais rapide. J'avais une vision de jeu peut-être un peu plus que les autres. Et après, ben, je veux dire la chance, la chance aussi. Après, Les le rencontres. travail, Mm. les rencontres, être bon le jour J. Ouais. Le jour J. Et puis après, ben, moi, le travail, l'entraînement, ça me faisait pas peur. Si en baver, pour prendre du plaisir, il faut en baver. Ouais, forcément. Donc pour faire, moi, qui détestais faire des tours de terrain, ben, je le faisais parce que j'étais obligé. J'étais obligé, si je pouvais pouvoir répéter des choses sur le terrain, il fallait que je passe par là. Donc je l'acceptais. Voilà, c'est La des choses qu'il faut génération, accepter. ta génération de l'époque, pour que les gens puissent resituer, tu avais qui autour de toi au stade à l'époque? Charvet, Bonneval, Codorniou, Jannick, Sigagna, Mazet, connu. Après, dans les autres équipes, il y avait Blanco. Bon, Blanco, il était sur la fin quand je suis arrivé. Ménel, Franck Ménel, qui avait connu encore euh, Olivier Roumain. En fait, les papas des garçons qu'on voit maintenant. Mais voilà, je jouais C'est pour contre les ça que je papas. pose la question, parce qu'aujourd'hui, bon, les jeunes sont bien évidemment, ils ont les. Alors là, il est blessé, Antoine Dupont, mais c'est vrai que la nouvelle génération ben, a comme idole Antoine Dupont. Mais il y a eu des grands joueurs avant, et il y en aura après. Et c'est bien aussi de pouvoir le rappeler. Hmm. Euh, donc là, une carrière professionnelle qui démarre, qui débute, sans indiscrétion à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un sport qui est beaucoup plus médiatisé, qui a une vitrine incroyable sur Canal+, et c'est super, qui a une équipe de France qui devient tout aussi connue, j'ai le sentiment, que l'équipe de France de football. Ça commence en tout cas petit à petit, je trouve, et c'est super aussi pour ce sport qui a de belles valeurs. À l'époque, quels sont les contrats lorsqu'on est prémisse du professionnel ou professionnel au Stade Toulousain? Alors, à l'époque, il n'y avait pas de contrat. Pas de À contrat. l'époque, pas de contrat. C'était un accord oral. J'ai commencé à l'époque, j'avais 3 entraînements par semaine, c'est tout. Le lundi, le mercredi, et le vendredi, plus le match le week-end. Parce que la semaine, j'avais mes études, donc j'étais en cours. Alors, c'est vrai que j'étais en sport-études, donc on s'entraînait tous les jours. Je m'entraînais en plus avec le sport-études rugby. Après, quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, ben, on avait toujours les 3 entraînements par semaine. Et puis l'année suivante, ben, on a commencé à parler de musculation. On commençait à intégrer une séance de musculation. Puis on a commencé à intégrer des séances d'athlétisme pour apprendre à courir. Parce que au début on disait mais si je sais courir, et c'est là on voyait que vraiment on courait très mal. Donc, on apprend à courir, à découvrir d'autres disciplines ou vraiment qui nous apportent quelque chose, une plus-value pour le rugby. Ouais, pour compléter votre savoir et faire en sorte que le corps puisse être beaucoup plus performant sur le terrain, quoi. Tout à fait. Et donc, une carrière au stade qui dure quasi 10 ans, du coup. 10 ans, ouais. 10 10 ans, ans, 5 10 ans au boucliers. stade. 5 boucliers, une Coupe d'Europe, donc deux Coupes de France, des sélections en équipe de France à 15, à 7. Voilà, une belle carrière. Puis en 97, la saison du dernier titre avec le Stade Toulousain, que j'ai gagné avec le Stade Toulousain, des problèmes physiques ont commencé à apparaître.
apparaître, pardon, un œil, une vision, je voyais plus rien. Un œil, je vois plus, je distingue mal les ballons, je distingue mal les joueurs sur le terrain, tout ça, donc ça me met sur la touche. Je récupère la vue, je finis la saison. On est champion de France, donc super. Je me pose pas de questions. Je sais pas, mais c'est pas grave. Je cherche pas à savoir. Et l'année suivante, je reprends et là, je combats, je fais deux, trois tours de terrain. C'est comme je suis fatigué, comme si j'en avais fait 30. La vitesse, ben, j'ai du mal à courir. Des fois, je tombe tout seul sur le terrain. Euh, je vois qu'il y a plein de joueurs qui me rattrapent, alors qu'avant, personne, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui m'ont rattrapé. Et ben, sur le terrain, je suis pas bon. On me fait pas jouer. Je suis au placard. Je commence à entendre des choses sur moi qui font pas plaisir. Donc, à contre-cœur, ben, je prends la décision de quitter le Stade Toulousain, d'essayer de me relancer, partir ailleurs et dire je vais me relancer et je reviendrai au Stade Toulousain. Donc, je pars à Brive et j'arrive à Brive, j'ai toujours les mêmes soucis. Je me blesse, alors qu'avant, je me blessais très rarement. Là, je collectionne les blessures, les déchirures, les problèmes aux jambes. Mais pareil, on me fait pas jouer, on veut pas me garder. Donc je quitte le club de Brive, je pars en Montauban, toujours pareil pour essayer de me relancer. Et j'arrive en Montauban, et, premier entraînement, premier crochet, le genou qui craque, donc je peux pas jouer, le genou il fait mal. On s'aperçoit qu'il y a un ligament qui est postérieur qui est cassé. On me dit, on n'a pas besoin d'opérer, la musculation, ça va tenir, tout ça. Je le fais, mais bon, j'ai très mal. Je j'arrive pas à jouer, je souffre. Et ben, la saison, ben, on ne veut pas me garder. Donc, je quitte le club de Montauban, je pars à Blagnac. Parce que alors, je pars à Blagnac, mais au départ, je voulais arrêter. Parce que je dis, bon, ça y est, t'es trop vieux, t'es plus bon à rien. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et puis des copains sont venus me chercher, me disent, viens à Blagnac, on va s'amuser entre nous, tout ça. Je dis, ok. Et j'arrive à Blagnac, toujours les mêmes soucis, toujours ce genou qui me fait mal. Donc j'ai dit, bon, et là, j'ai plus de contrat, plus rien. Je me fais opérer, je me fais réparer ce genou, et je repars comme neuf. Ce que je fais la rééducation, je recommence à courir, et toujours ces mêmes problèmes. Des jambes qui répondent pas, que je tombe tout seul, je fatigue, des fois j'ai des pertes d'équilibre, je comprends pas. Et là, mon épouse de l'époque me dit, David, elle était fatiguée de m'entendre me plaindre. Elle me dit, David, va voir un médecin qui te connaît pas. Va voir un médecin, sors du milieu sportif. Ce que je fais, je l'écoute, je vais voir un médecin, le premier médecin qui est en bas de chez moi. Je lui raconte tout ce qui m'arrive et il me dit ben, d'aller voir un neurologue pour en parler, pour avoir une consultation d'un spécialiste. Je lui raconte les mêmes choses, on passe des examens plus poussés et quelques semaines après, je vais écouter le diagnostic de les résultats. Et là, il m'annonce que je suis atteint de sclérose en plaques. Et paradoxalement, mais j'étais content. J'étais content parce que alors c'était T'avais une peut-être réponse l'ego, peut-être. voilà, j'avais une réponse. Alors c'était peut-être l'ego du sportif qui disait, ben voilà, j'ai pas triché, c'était pas ma faute, je pouvais pas lutter contre quelque chose qui était en train de me grignoter de l'intérieur. Alors je te rassure, ça a duré 30 secondes, parce que sclérose en plaques, j'en avais entendu parler, mais qu'est-ce que c'était, je sais pas. Mais pour moi, sclérose en plaques, il y avait une image qui était rattachée à cette maladie, c'était le fauteuil roulant. Le fauteuil, Le fauteuil roulant et la dépendance. bien sûr. Et là, ce jour-là, j'étais avec ma fille aînée qui avait même pas un an.
mon épouse. Et là, la neurologue me parlait, m'expliquait plein de choses, mais je j'écoutais rien. Ma tête était envahie par cette image du fauteuil roulant. Et question, 40 000 questions dans ma tête. Est-ce que je l'ai transmis à ma fille? Est-ce que je peux le transmettre à quelqu'un? Mon boulot, le sport, c'est fini pour moi. Mon boulot, qu'est-ce que je vais devenir? Euh, voilà, j'étais l'image que, alors excusez-moi du terme que je vais employer, mais l'image d'un boulet, devenir un boulet pour ma famille, pour le reste de ma famille. Donc et c'est là que je pars. Je m'enferme pendant 4 5 ans. Je veux plus voir personne. Je veux plus voir Dépression. personne. Dépression. Dépression, des idées morbides, noires qui m'envahissent, parce que je veux pas montrer que voilà, j'étais le sportif indestructible, voilà, mais du jour au lendemain, je vais devenir maintenant la personne fragile qui a besoin de tout le monde. Donc je m'enferme et ça a été des années dures, difficiles, qui ont duré jusqu'à à un moment donné, ben, je me suis mes filles, la famille, des rencontres, des petites phrases à droite à gauche Mm, qui mm. me font prendre conscience, me montrent que je suis face à deux routes. Soit tu laisses tomber, tu entraînes tout le monde avec toi, soit tu te bouges le cul, tu fais des choses. En fait, en résumé, soit tu es spectateur de ta vie, soit tu es Soit acteur de t'es ta vie. acteur. Mm, Voilà. mm. Et donc, je suis parti par là. Puis petit à petit, des rencontres, des choses ont fait que ben, ça m'a montré que j'étais dans le bon côté. Euh, des- des- de sortir de ma zone confort, de ma zone euh, de- d'affronter mes peurs. Quelque part, j'avais peur d'aller voir des associations. C'est Euh, l'inconnu, hein. Ah oui, j'avais peur d'aller voir Euh, des associations, de voir d'être confronté à d'autres personnes atteintes de mm. sclérose en plaques et de dire, ben voilà, David, tu vas finir comme ça. Et le jour où je suis allé dans une association, à une réunion, en fait, j'ai eu l'effet inverse. J'ai vu la chance que j'avais par rapport à d'autres personnes. Et j'ai dit, ce jour, si un jour elle te met sur un fauteuil, cette maladie, ce jour-là, je veux avoir aucun regret. Je veux avoir tout tenté. Donc, c'est là que j'ai soutenu une association, j'ai rouvert les portes que j'avais fermées du milieu du rugby. Et pour moi, quelle surprise ça a été de voir que, en fait, ces portes, c'est moi qui les avais fermées. C'est pas elles qui se sont fermées. Donc, agréablement surpris. Et puis après, ben, faire des choses, je me surprends à faire des choses j'ai écrit un livre, le premier, Rien ne vaut la vie, que j'ai sorti en 2012. Et c'est là que jusqu'à présent, je faisais rien. Je recroise la personne à qui m'a aidé pour faire ce livre et qui me dit, ben, David, il va falloir que tu te calmes sur les soirées, les réceptions, tout ça, parce que, en résumé, j'avais grossi. Donc, Je la connais ce première problème. La première chose que je fais le lendemain matin, je prends la balance, je me pèse, et là je vois un chiffre, je vois trois chiffres, 106 kilos. Et là j'ai dit non, David. Là, je ne l'avais pas vu arriver cela, j'avais pas vu mon corps se transformer comme ça. Et j'ai dit non, là il faut que tu refasses quelque chose, il faut que tu reprennes à faire du Une sport, activité, même une activité, pour la voilà, tête, pour tout. tout à fait. Mais le problème c'est que je pars faire ça comme je faisais avant. Eh oui. Aller vite, aller le plus loin possible, le plus fort, être le premier, gagner. Euh, mais j'y arrivais pas. Eh J'y oui. arrivais pas. Tous les mois, je changeais de discipline sportive parce que j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Je voulais changer. Et puis là, je me pose, je me dis, David, non, stop. L'ego du sportif, tu vas le laisser tomber, tu vas le laisser pas de côté.
et tu vas repartir à zéro. Tu vas accepter de partir à zéro. Et c'est en même temps là que je rencontre une personne qui va me parler, qui va me dire qu'il a créé un club de rugby à 13 fauteuils et qui voudrait que je vienne voir. Et j'ai dit, chouette, rugby, je vais pouvoir retoucher un ballon de rugby. Et après, il y avait le deuxième mot, fauteuil. Eh oui. Et là, je le regarde et je lui dis, non, ça fait 5 ans que je bataille contre l'image, le fantôme du fauteuil dans ma tête et je commence à me l'enlever. Et toi, tu veux que j'aille mettre mes fesses dedans? Je dis non, c'est impossible pour moi. Et il va insister, heureusement. Puis un jour, j'ai plus d'excuses et je vais voir un entraînement. Et j'arrive sur ce parking et je dis, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas voir des gens tristes qui bougent pas, qui essaient tant bien que mal de jouer au rugby. C'est ce qu'on Euh, pense, ouais. voilà. Et bon, je t'ai dit que tu devais y aller, tu y allais, tu y vas. Et je rentre dans ce gymnase et là, je comprends pas tout ce que je vois. Je vois des hommes et des femmes en train de jouer au rugby, en fauteuil, qui tombent, qui se font des passes, qui marquent des essais. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que tous, ils ont la banane. Tous, ils ont la banane hein, et ils prennent du plaisir. Je reste tout l'entraînement, je dis comment ils font pour s'éclater. Et je finis l'entraînement, je dis je veux comprendre, je vais essayer. Je veux essayer. Donc je prends la décision la semaine suivante de venir m'entraîner, de me mettre sur un fauteuil, d'essayer, d'abord de maîtriser le fauteuil. Donc je tourne en rond tout seul dans le gymnase, sans toucher le ballon. Je veux maîtriser le fauteuil. Et du coin de l'œil, je regarde toujours ces hommes et femmes en train de s'éclater, de jouer, et de rigoler. Puis à un moment donné, ils me jettent le ballon, je commence à jouer avec eux. Et puis à la fin de l'entraînement, l'entraîneur vient me voir, me dit, David, on joue dimanche, tu viens avec nous. Et je lui dis, mais t'es jouvin ou quoi? Je maîtrise pas le fauteuil, rien du tout, je vais être ridicule, je vais être la risée de tout le monde. Et il insiste, et ce jour-là, de préparer mon sac, de remettre mes affaires dans le sac, de Les petits rentrer rituels. dans voilà, j'étais absorbé, ben, submergé par un tsunami de sensations, de souvenirs, de rituels, comme tu dis, qui me reviennent, que j'avais oubliés, mais qui sont revenus tout seuls, de rentrer dans le vestiaire, de la préparation, les gestes, tout ça. Je dis, mais ça, ça m'a surpris. Puis après le match, on a joué, et à la fin du match, de sortir le maillot, de sentir l'odeur du mal, tout ça, je dis, ça y est, tu as trouvé ce que tu voulais faire, le sport que tu voulais faire. Donc au début, ça a été le loisir, le plaisir de jouer. Et puis petit à petit, ben, la gagne est revenue. J'avais envie de marquer des essais, de gagner, de rejouer. Il y a une équipe de France, de jouer en équipe de France, d'être championne de France. C'est revenu. Voilà, c'est une renaissance est revenue. En fait, ces hommes et femmes avec qui je joue, qui ont des parcours de vie totalement Bien sûr. différents que moi, qui ont des accidents de la vie différents. Euh, le mur qui était tombé sur mon futur, mon avenir, ce mur-là, ils me l'ont brisé. Ils l'ont fait tomber. Et ils m'ont fait découvrir de nouvelles voies, de nouvelles choses à faire. Et donc voilà, en fait, ils m'ont fait comprendre que se battre ou lutter contre une maladie ou un handicap, ça sert à rien. Il suffit d'apprendre à vivre avec. Et en apprenant à vivre avec, eh bien, on découvre des choses et puis on découvre que on peut prendre du plaisir ailleurs. Et quand on prend ce plaisir, eh bien, on pense pas à notre cas du quotidien. Et donc là a démarré finalement donc à la fois cette nouvelle vie. Donc on appelle ça handisport aujourd'hui. Alors, on Les fait, disciplines, les disciplines aujourd'hui sont de plus en plus représentées, notamment aux Jeux Olympiques. Donc tu as intégré l'équipe de France du coup du handi rugby? Alors, alors, attention, je joue, il faut préciser, au rugby Ouais, fauteuil, il y a deux oui, disciplines. Il y oui, a la discipline qu'on a vue aux Jeux paralympiques, qui elle est réservée aux personnes atteintes au niveau des quatre membres.
D'accord. Ok. Et c'est pour ça que, comme ils sont atteints au niveau des quatre membres, ils jouent avec un ballon rond qui pour eux est plus facile à Plus attraper facile à choper, et ouais. eux, ils peuvent faire des passes en avant qui est plus difficile de faire des passes en Bien arrière. sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, je pratique le rugby à 13 fauteuils qui est Ouais. réservé aux personnes atteintes au niveau des membres inférieurs, mais Ok. qui est ouvert aussi à d'autres pathologies. Une D'accord. personne amputée, un diabétique, quelqu'un qui a une prothèse ou une sclérose en plaques. Et la deuxième particularité, c'est que c'est une discipline qui est ouverte aux valides. D'accord. Alors, comme il y a des valides, on n'est pas considéré comme un sport handi. Bien sûr. Ouais, ouais. Bien Voilà. sûr. Ouais, ouais. Et donc, D'accord. nous, on joue avec les règles du rugby à 13 fauteuils. D'accord. Du rugby à 13, pardon. Et c'est bien de préciser pour que les gens qui nous regardent et qui auraient peut-être vocation à vouloir se mettre au sport, à être dans une association, de pouvoir participer, de pouvoir comprendre. Là, aujourd'hui, tu es licencié dans quel club exactement? Alors, je suis licencié au Stade Toulousain Handi. Stade Toulousain, on me dit. Ok, Voilà, qui n'a rien à voir avec le Stade Toulousain que l'on connaît. C'est une bien sûr. association à côté, mais bon, qui travaille souvent ensemble. Et les matchs ont lieu où? Si on veut venir Les vous matchs voir, vous ont supporter? à Toulouse, à Saint-Jory, parce qu'on a fait une fusion avec le club de Saint-Jory. Donc, à des matchs, il n'y en a pas souvent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui pratiquent cette discipline. Donc, des fois, on joue, si on fait un match par mois, c'est pas mal. Donc, on joue à Saint-Jory, des fois, à Toulouse, au gymnase de Toulouse, c'est le gymnase qui se trouve à la cité de l'Ers, et à Saint-Jory, et qu'un gymnase à côté du lac de Saint-Jory. Pour les gens qui n'auraient pas connaissance de ce qu'est la sclérose en plaques, est-ce qu'il y a une définition ou est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'on ressent et comment ça se matérialise vraiment? D'accord. Alors, sclérose en plaques, c'est une inflammation dégénérative du système nerveux central. D'accord. Alors, pour schématiser, en fait, c'est notre propre système de défense qui attaque la gaine la myéline, la gaine qui entoure les nerfs, qui fait un petit peu qui qui enlève cette gaine et qui en fait ça provoque des courts-circuits. Donc les ordres que le cerveau envoie à nos muscles, eh bien, ils n'arrivent pas. Soit ils arrivent avec un temps de retard, soit ils partent alors qu'on n'a rien demandé. Euh, donc voilà, c'est ça qui c'est un peu compliqué aussi à expliquer quelqu'un qui est pas du milieu. Euh, En fait, en France, il y a plus de 100 000 personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. C'est 100 000 cas différents. Ouais. Chaque cas est particulier. Euh, il peut y avoir des personnes qui malheureusement sont alitées, qui peuvent plus bouger, d'autres qui sont sur un fauteuil, d'autres qui ont un côté qui est paralysé, d'autres ça se porte au niveau des yeux, d'autres ça se porte au niveau de l'élocution pour parler, d'autres ça se porte sur la marche, des tremblements, des fourmis dans les extrémités, dans les doigts, dans les mains, tout ça. Donc chaque cas est particulier. C'est ça qui est compliqué. On peut pas définir la sclérose en plaques sur deux mots ou sur euh, un ou deux symptômes. Aujourd'hui, tu es acteur au sein d'associations à Toulouse et alentours pour porter la voix des malades? Alors, je suis acteur. Avant, j'étais parrain d'une association, mais maintenant, je suis acteur. Je veux parler de toutes les associations qui existent, que ce soit pour la sclérose en plaques ou autre. Parler pour dire aux gens, mais voilà, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire. Alors, moi, j'ai trouvé mon bonheur dans le sport, mais tout le monde n'est pas obligé d'aimer le sport. Moi, Bien je sûr. dis, à partir du moment où vous avez une passion, foncez. Allez faire ça. Parce que pendant que vous faites cette passion, vous ne pensez pas à vos tracas du quotidien. Et à un moment donné, cette passion, vous la partagez avec d'autres personnes et on retrouve un lien social.
qu'on avait perdu au départ à cause de cette maladie, ben, on le retrouve et petit à petit, ben, on découvre qu'on peut faire des choses qu'on pensait ne plus pouvoir faire. Donc voilà, j'essaie de me battre, C'est, enfin, me battre. Comme je dis, maintenant, je vis avec. Donc j'essaie de montrer aux gens ben, qu'il faut vivre avec et qu'il faut avancer. C'est pas parce qu'on a, ben, malheureusement, on a cette maladie qui nous est tombée dessus, mais faut pas qu'elle nous empêche de continuer à vivre. je me permets de rebondir sur une phrase que tu as prononcée tout à l'heure sur l'après-Stade Toulousain, ou du moins sur ta fin de l'histoire avec le stade, où le terme que tu as employé, c'est bon, il est plus, comment dire, il est plus assez bon, on va pas le garder. Est-ce que tu as eu, après coup, des conversations avec ces mêmes personnes qui pensaient à l'époque que c'était tout simplement une défaillance peut-être physique, sportive du joueur standard, mais qui après coup peut-être sont voulu d'avoir pensé ça de toi? Oui, j'ai eu des conversations. Voilà, avec une personne qui m'a dit ouais, il pouvait pas savoir tout ça et moi je lui ai dit mais au départ à l'époque je lui en voulais énormément et là quand il m'a dit ça je lui ai dit mais je peux pas t'en vouloir moi non plus je savais pas ce que j'avais donc c'est normal on dirige une équipe, on fait jouer les meilleurs. Donc, quelque part, je peux pas en vouloir Tu peux pas à ces incriminer, personnes-là. Non, bien non, sûr. non, du tout. Tu as toujours des relations avec des anciens partenaires, des gens autour du rugby aujourd'hui? Ah, toujours, ben, maintenant, au Stade Toulousain, tous les gens qui dirigent ou qui entraînent, tout ça, c'est des joueurs avec qui j'ai joué. Donc, oui, ça fait plaisir de revoir ces personnes-là, même des anciens qui sont pas au milieu du rugby. On se retrouve quelquefois pour se rappeler, pour faire les anciens combattants, se rappeler nos, nos péripéties. J'ai quelques questions en vrac à chacune des interviews et ça permet de parler de choses légères et peut-être aussi de te découvrir différemment. Euh, Si tu pouvais voilà, quel est ton plus beau souvenir de joueur? L'image qui te reviendra vraiment à la fin, qui marquera toute ta carrière. Ah, il y en a plein. Il y en a Plein, plein. oui. C'est difficile d'en sélectionner un particulier, comme je l'ai déjà raconté, mais la première fois que je rentre dans le Parc des Princes pour la finale, ma première finale, mon premier bouclier, mon premier tour d'honneur avec le bouclier, euh, tous les tours d'honneur que fait, le quadruplé, l'essai que j'ai marqué en finale en 96. Euh, il y en a plein. Il y a des essais que j'ai marqués, à un moment donné où je pensais pas, qui ont marqué, qui ont changé le cours du match. Euh, il y en a plein. C'est difficile d'en choisir un en particulier. Alors, je vais tourner la question différemment. Hmm. La victoire la plus difficile à obtenir La victoire la plus difficile à à obtenir. l'époque. Allez, bon, je vais la finale 96 Ouais. face à Brive, où on court après le score, hein, on est mené, et il reste un quart d'heure de jeu, on ne s'en sort pas. Christophe Delot, qui était notre buteur, mais il rate deux, trois occasions, alors que d'habitude c'était un métronome il enquillait tout. Et là, il reste un quart d'heure de jeu. Christophe m'appelle, me dit qu'il va monter une chandelle. Donc, à moi de courir dessous. Et j'y cours avec qu'une seule, mes yeux rivés sur ce ballon et qu'une seule envie, c'est d'attraper ce ballon et de continuer la phase de jeu. Je l'attrape,
je retombe et je vois que l'embut est à 5 mètres et il n'y a personne devant moi. Et je file dans l'embut, je tombe dans l'embut et c'est la libération. On passe devant. Après, il y a Thomas Castagnède marque un drop et on est champion de France de nouveau pour la troisième fois consécutive. Donc c'est vrai que ça, c'est le, je le dis, la cerise sur le gâteau pour un joueur de rugby, marquer un essai en finale, surtout un essai et voilà, qui change la donne du match et qui nous fait tourner vers la victoire. Euh, et là, la petite particularité de cet essai en plus, c'est que la semaine avant, la demi-finale, un journaliste m'avait demandé j'avais marqué un essai, je crois, en demi-finale, et il me demande quel est le plus bel essai que j'avais marqué cette saison. Et je le regarde et je lui dis, mais c'est celui que je marquerai samedi prochain. Elle est belle. Voilà. Elle est sympa celle-là. Si tu avais un match sur lequel voilà, tu aimerais revenir, il te laisse un goût amer au niveau du résultat et tu peux parfois te réveiller en pleine nuit en te disant ah, si seulement on l'avait gagné celui-ci. Hum, Il n'y en a peut-être pas, hein. non, 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 il n'y en a pas. Il y a un match où, alors, les matchs que j'ai joués en équipe de France, j'ai toujours regretté parce que j'ai jamais été je sais pas, j'étais pas dans mon élément pour ces matchs-là, et j'ai toujours regretté d'avoir pas montré Ton vrai euh, visage. mon vrai visage. C'est ça, c'est les matchs que j'ai les tournées que j'ai fait avec l'équipe de France où là vraiment j'ai des regrets. Je crois que je suis passé à côté de quelque chose. Il y a beaucoup de joueurs hein, qui passent par l'équipe de France, alors que ce soit au rugby ou au foot, et qui sont très très bons dans leur club. Et c'est vrai que l'équipe de France, c'est un environnement particulier, quoi. Au final, on est avec le Graal autour de nous. Et peut-être des mecs avec qui on n'a pas forcément d'affinité de jeu aussi, parce que ben, Mm. dans chaque club, il y a des philosophies de jeu. Et c'est pas toujours évident de retrouver ses marques. C'est vrai qu'à Toulouse, au Stade Toulousain, moi, on a tous grandi ensemble, tous presque la plupart ont été en sport-études ensemble, on a joué en junior ensemble, on a gravi les échelons ensemble. Donc voilà, on a presque des automatismes entre nous que on n'a même pas besoin de se parler. On sait déjà ce que va faire l'autre, ce qu'il pourrait éventuellement faire, ce qu'il pourrait ne pas faire. Donc voilà, ces automatismes-là, ben, on ne les retrouve pas en équipe de France. Petite question humoristique. Si tu avais une table, six chaises, tu as la sixième chaise et donc tu as cinq invités pour passer une bonne soirée. Qui inviterais-tu? Ou humoristique, je sais pas, moi, c'est des personnes que par exemple, mon grand-père maternel, que j'ai perdu quand j'avais 2 ans, 2, 3 ans, j'aurais aimé passer plus d'années avec lui. Et lui qui était espagnol, qui a fui le franquisme en Espagne, qui a traversé les Pyrénées pour s'en sortir. Je sais pas, moi, j'aurais aimé qu'il me dise ce que vraiment il a vécu. Parce que moi, chaque fois je pars en Espagne en vacances, je traversais les Pyrénées et je me dis, mais comment il a fait pour, euh, pour passer ça? Et qu'est-ce qui lui, qu'est-ce que vraiment il lui a fait prendre cette décision vraiment Ouais. de traverser tout ça vraiment Mm. ça j'aurais aimé voilà alors c'est vrai que c'est pas peut-être pas rigolo mais c'est vrai que c'est plus des gens qui ont disparu trop tôt que j'inviterai pour vraiment découvrir
continue à parler et voilà les regrets, mais de pas avoir discuté avec ces personnes-là, mais d'avoir des réponses à ces questions. Euh, Après, c'est vrai que bon, euh, je connais beaucoup de monde. Pour rigoler, je trouverais beaucoup de monde, et 6 places, je crois que je n'en aurais pas assez. Si, à l'époque, est-ce que tu avais un de tes partenaires qui, le rugby était pas forcément un sport médiatique dans les années 90. Si tu devais en prendre qu'un seul de tes partenaires, qui aurait une carrière incroyable encore aujourd'hui, avec ses qualités de l'époque? Quelqu'un qui vraiment sortait du lot. Mais Émile Tamac. Donc ça fait déjà, mais maintenant il y a ses fils qui sont sur le terrain. Voilà, Emile était vraiment un joueur qui sortait du lot. Déjà par son physique, ses qualités sur le terrain. Euh, Vraiment, c'était quelqu'un, et je crois qui aujourd'hui s'en sortirait euh, largement. Si tu devais me conseiller une personne ou à qui enverrais-tu un SMS pour participer à cette interview? Euh, il y en a plein dans ma tête qui viendraient. Émile, Christophe Delot, parce que c'est des joueurs qui sont restés dans l'anonymat, qui ont apporté beaucoup pour le rugby, pour le Stade Toulousain. Euh, Après, c'est vrai que ça me mêle. Dans ma tête, là, il y a plein de noms qui passent. Une personne avec une histoire peut-être Parti- intéressante, inspirante, Particulière. ouais, qui pourrait Alors parler à là, beaucoup je de gens. pense, là, je sortirais du contexte rugby. J'irais du côté rugby à 13 fauteuils. Et notamment, moi, il y a un joueur son parcours m'a énormément pas inspiré, mais m'a chamboulé, qui m'a dit, tu aurais vécu la moitié de son parcours, je serais plus là. Et lui, il est toujours là, il est toujours avec la banane. Donc c'est Lionel Alazar qui joue au Panda de Montauban. Vraiment, c'est un mec qui est simple, qui fait pas de bruit, mais qui vraiment mériterait qu'on parle de lui. Et ben, s'il voit cette interview en direct pour le deuxième semestre de l'année 2025, je vais lui envoyer une invitation. D'accord. Je vais finir sur quelque chose. Moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais, initialement. Je suis arrivé à Toulouse en 2007. Donc, le rugby, pour Personne moi, c'est quelque chose de très étranger. personne n'est Euh, parfait. c'est ça, c'est ce que m'a dit mon beau-père quasi la première fois il m'a rencontré. Tu avais exactement cette phrase-là. Et c'est vrai que bah, je suis dans cette ville depuis quasi 20 ans. Donc je me nourris petit à petit de ce chose. Et lorsque j'ai annoncé à mon beau-père que j'allais avoir une interview avec toi, il m'a dit, Boudu, il m'a dit, attends, bouge pas. Et là, il nous a sorti le maillot du stade que tu avais signé à l'époque pour mon beau-frère. Donc tu as été un super héros à l'époque pour mon bof. Donc je tenais à te le Ouais, dire parce que merci. ça m'a marqué au moment où j'ai vu son visage s'éclairer de voir que j'allais t'avoir en interview. Donc rien que pour ça, merci pour eux. Bon, merci beaucoup. Merci David pour ta gentillesse, pour ta disponibilité et j'espère que cette histoire parlera beaucoup et on se dit à très très bientôt. À très bientôt. Merci Merci beaucoup. David. Au Ciao, revoir. ciao, ciao.